Alors, bonjour à tous et à toutes. Il me fait plaisir de vous présenter professeur Dufour. Je l'ai invité aujourd'hui pour nous parler des données médico-administratives québécoises et comment les chercheurs peuvent les utiliser dans leurs recherches. Un des avantages d'avoir un régime de santé public avec la RAMQ, c'est que le gouvernement détient et conserve plusieurs types de données. Puis les chercheurs peuvent avoir accès à une version anonymisée de ces données-là, les analyser et répondre à différentes questions. Par exemple, aujourd'hui, professeur Dufour va nous parler de comment qu'elle utilise ces données pour évaluer la trajectoire des personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur. Les résultats de ces travaux peuvent être, en retour, utilisés pour pointer vers des zones d'amélioration dans le parcours des personnes. Et quelles sont ces zones d'amélioration? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Donc, un peu de logistique. C'est une conférence mémorable qui va consister premièrement d'une présentation d'environ 45 minutes, suivie d'une période de questions. À tout moment, vous êtes invité de poser vos questions dans l'onglet Q et R ou QA selon la langue de votre application et je poserai vos questions à la fin de la présentation. Vous êtes également toujours les bienvenus de poser les questions. Si s'ils reviennent une autre journée, demain après-demain, à notre adresse courriel conférence à commercial alzheimerquebec.ca. Et cette présentation est enregistrée et sera disponible sur notre site YouTube la semaine prochaine. Et si vous voulez rester au fait des activités, des conférences mémorables, conférences scientifiques et toutes les autres choses que l'on offre, vous pouvez vous inscrire à notre infolettre. Donc, nous allons mettre dans le secteur chat, messagerie, tous les liens dans un instant. Et avant de commencer, on aurait un petit sondage juste pour voir qui était avec nous aujourd'hui. Si vous pouvez le répondre, ça va sortir dans un instant. J'imagine. Un instant, le sondage sort. Est-ce qu'on le voit? Ah, voilà. Fait que vous pouvez le répondre. Merci de prendre un moment pour répondre à cette question-là. Ah, puis pendant ce temps, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont fait des dons à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Ces dons sont utilisés pour l'amélioration continue des programmes et services offerts par toutes les sociétés Alzheimer régionales réparties à la grandeur de la province. Les dons sont également utilisés pour financer des projets de recherche, principalement visant à améliorer la qualité de vie des Québécois vivant avec troubles neurocognitifs ainsi que leurs familles. Euh, Sans plus tarder, je vais vous présenter professeure Isabelle Dufour. Isabelle Dufour est professeure adjointe à l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke depuis septembre 2023 et elle est chercheure junior 1 du FRQS. Elle a obtenu son doctorat en 2020 à l'Université de Sherbrooke et a ensuite effectué son stage postdoctoral au département d'épidémiologie, biostatistique et santé au travail de l'Université McGill, où elle s'est spécialisée dans l'utilisation de grandes banques de données médico-administratives québécoises. Ses intérêts de recherche portent principalement sur les trajectoires et les transitions de soins des personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur, ainsi que la cooccurrence avec conditions complexes telles que troubles mentaux sévères. Ses intérêts incluent également l'organisation des soins à domicile et le maintien à domicile. Merci beaucoup d'être avec nous, professeur Dufour, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, je partage mon écran. Est-ce qu'on voit bien? Oui, 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 c'est parfait. Parfait, mais merci beaucoup. Puis premièrement, je veux vraiment vous remercier la Fédération pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter nos travaux. Euh, donc, en fait, les objectifs de la présentation vont être de vous parler des données produites par notre équipe de recherche sur les trajectoires de soins des Québécois vivant avec un trouble neurocognitif majeur, donc TNCM, et qui habitent dans la communauté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à 4 moments clés dans la trajectoire de soins. Donc, premièrement, on va s'intéresser au moment du diagnostic. Ensuite, on va regarder un peu comment se passe l'utilisation des services dans la communauté. Ensuite, on va s'intéresser aux transitions en soins de longue durée. Et finalement, on va parler de la période de fin de vie, le tout là, dans l'idée de donner un portrait là, assez global de ce qui peut se passer.
Et puis, en fait, on va en parler selon deux perspectives. Donc, premièrement, on va aborder la population générale de personnes avec un TNCM et on va également faire un parallèle avec les personnes vivant, oui, avec un TNCM, mais également un trouble mental grave, dont la schizophrénie et la bipolarité, parce qu'en fait, dans nos travaux, on s'est rendu compte que c'était une population pour laquelle on avait très peu de données probantes et c'est également des personnes qui vivent une complexité qui est vraiment très importante au niveau de leur utilisation de santé. Donc, on voulait mieux comprendre les zones d'amélioration dans leur parcours. Alors, pour commencer, je voulais vous présenter quelques chiffres, en fait, qui ont été publiés par la Société Alzheimer du Canada en 2022. Donc, actuellement, il y a environ 170 000 personnes qui vivent avec un TNCM au Québec. Et ce qu'on anticipe sur une période de 30 ans, c'est une augmentation de 145 du nombre de personnes, ce qui va nous porter à plus de 360 000 personnes d'ici 2050. Donc, on a quand même une grande augmentation là, qui est anticipée. Donc, il y a plus de 50 maladies et problèmes de santé différents qui peuvent contribuer au développement des TNCM, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qu'on peut contrôler, donc en étant physiquement, socialement et cognitivement actifs et en réduisant le risque de certaines maladies chroniques là, comme l'hypertension et les maladies cardiaques. Donc, pour continuer, au Canada, on estime qu'environ 60 des personnes avec un TNCM résident dans la communauté. Donc, c'est-à-dire qu'elles résident à l'extérieur des soins de longue durée. Donc, ça porte le chiffre des personnes avec un TNCM à environ 91 000 en 2021. Donc, la prévalence, l'incidence ajustée pour l'âge reste relativement stable dans le temps, mais au niveau des nombres absolus, on voit vraiment que le nombre de personnes vivant avec la condition a triplé entre 2000 et 2019. Donc, les personnes qui vivent avec un TNCM dans la communauté partagent différentes caractéristiques. Donc, je vais vous en présenter quelques-unes d'entrée de jeu. Donc, on a 6 personnes sur 10 sont des femmes. Une personne sur 4 ont également 85 ans et plus. Une personne sur 10 est sans médecin de famille. On dit aussi que la moitié des gens résident en milieu socialement défavorisé ou socialement très défavorisé. 6 personnes sur 10 ont plus de 5 conditions chroniques et c'est surtout des conditions chroniques physiques. Donc, on parle de tout ce qui est maladie pulmonaire, maladie cardiaque, des conditions comme le cancer. Et on parle également qu'une personne sur 10 vit aussi avec un trouble de santé mentale grave, et comme la schizophrénie, la bipolarité, comme je l'ai mentionné. Et ce qu'il faut savoir pour cette population, en fait, c'est que les gens qui vivent déjà avec ce type de conditions ont 2 fois plus de chances, en fait, de développer un TNCM dans le temps que la population générale. Donc, les personnes qui vivent avec la condition dans la communauté font face à des défis quand même assez importants dans leur parcours de vie parce qu'environ 2 personnes sur 10 présentent un TNCM d'intensité plus sévère et environ 3 personnes sur 10 vont nécessiter une aide quotidienne significative qui est principalement apportée par leur proche aidant. Donc, au niveau de l'utilisation des services de santé, donc ici, je voulais vous présenter simplement pour illustrer que les personnes avec un TNCM utilisent jusqu'à 3 fois plus les services hospitaliers que la population générale, en fait. Donc, on parle de visite à l'urgence, on parle d'hospitalisation et on parle également de réadmission à l'hôpital à l'intérieur de 30 jours, en fait, ce qui est un événement qui est non souhaitable dans un parcours. On dit aussi que les taux d'hospitalisation et la durée est beaucoup plus élevé. Donc, pour la durée, c'est près de 2 fois plus long. Les personnes sont plus susceptibles de recevoir un congé qui est retardé ou encore d'être hospitalisées pour un motif évitable. Et environ 4 personnes sur 10, là, au cours de la vie avec la condition, vont vivre une transition en soins de longue durée. Donc, on voit qu'il se passe quand même beaucoup de points de contact avec les services pour ces personnes. Et dans ce contexte, vraiment, l'intégration
La continuité entre les différents services est essentielle pour améliorer le parcours de soins, accroître la qualité de vie et les résultats de santé des personnes, de leur famille, et ça peut aussi également contribuer à réduire les coûts de santé. Donc, en fait, cet enjeu est au cœur des orientations ministérielles sur les TNCM qui sont basées, en fait, sur la publication du rapport Bergman que probablement beaucoup d'entre vous connaissez, qui a été publié en 2009 et qui faisait état de plusieurs cibles prioritaires pour améliorer les soins et services aux personnes qui vivent avec la maladie et qui établissait également 24 recommandations pour commencer à faire cette amélioration. Donc, les travaux ministériels sur les TNCM se déroulent en 3 phases et de façon transversale, la stratégie s'inscrit, en fait, souhaite inscrire, la prévention, la détection, le diagnostic et le traitement et le soin des personnes avec un TNCM en première ligne. En fait, de pair avec les autres services clés comme les soins à domicile et la deuxième et troisième ligne. Donc, en ce moment, depuis 2020, on est dans la phase 3 des travaux ministériels qui visent en fait à faciliter les transitions dans le parcours des usagers qui vivent avec un TNCM en adéquation avec leurs attentes et celles de leurs proches pour améliorer en fait les conditions de vie. Donc, on voit que dans les dernières années, il y a eu plusieurs efforts, plusieurs avancées qui ont été faites, qui ont eu des impacts très positifs. Cependant, on remarque qu'il reste encore des défis à adresser. Donc, notamment, on relève encore un manque de coordination des soins, des processus de transition qui sont sous-optimaux. Étant donné que l'évolution de la condition est complexe, varie beaucoup dans le temps et que les besoins sont ainsi diversifiés, c'est beaucoup plus complexe. En plus, comme on l'a vu, les personnes ont de multiples points de contact avec les services de santé, les organismes communautaires, en plus de devoir gérer plusieurs maladies chroniques associées. Donc, en fait, toute cette complexité-là, ça nous amène à se questionner sur la façon dont on pourrait mieux comprendre la façon dont les gens utilisent les soins et services de santé, comment les gens se dirigent en fait dans ce continuum de soins et comment on peut mieux comprendre pour soutenir la prise de décision. Donc, ça nous amène à nous intéresser au concept de trajectoire de soins, en fait, qui s'inscrit vraiment dans le fait que les besoins sont complexes, multidimensionnels et varient énormément dans le temps. Donc, les personnes, on le sait, sont plus susceptibles de connaître de multiples transitions et s'intéresser aux trajectoires de soins nous permet de mieux comprendre ce parcours-là. Les trajectoires de soins se décrivent comme une succession d'étapes que parcourent lors de un ou plusieurs épisodes de soins et services. Et ça inclut différentes interactions avec les divers établissements et partenaires. Donc, en fait, s'intéresser aux trajectoires nous permet d'identifier la persistance de certains schémas, donc de voir des taux élevés d'hospitalisation dans le temps. Et ça permet aussi de mettre en évidence les inégalités dans l'utilisation des services de santé, donc de cibler certaines populations pour lesquelles là, on relève des facteurs d'inégalité. Donc, la trajectoire de soins, c'est l'utilisation des services à long terme. Et donc, cette trajectoire-là se compose de différentes transitions qui sont définies comme le mouvement que les patients vont effectuer entre différents professionnels et milieux de soins qu'ils consultent. Donc, de s'intéresser de plus à ce concept-là, ça permet d'identifier les moments clés de changement le long de la trajectoire de soins. Et c'est encore plus important, considérant que 20% des transitions vécues par les aînés seraient de nature évitable. Donc, en bas, ici, on voit notre petite BD, un exemple de trajectoire de soins qui peut s'écouler sur une période plus ou moins longue. Donc, on a une personne qui va consulter à l'urgence, qui va être hospitalisée. Elle va retourner à la maison où elle va avoir des suivis en clinique de première ligne, en clinique externe, des services du CLSC, et ça va continuer ainsi. Donc, on peut voir la complexité de vraiment maintenir des processus fluides entre ces différentes étapes. Donc, en fait, le développement d'une connaissance approfondie des trajectoires et transitions de soins tout au long de ce continuum-là, pour nous, c'est une étape charnière pour comprendre les moments de vulnérabilité accrue, favoriser la planification des services, reconnaître les variations de pratique et cerner les maillons faibles du continuum de soins présentant le plus grand potentiel d'amélioration.
Donc, en fait, il y a un rapport de l'INES, entre autres, qui mentionne que des approches d'analyse innovantes de trajectoire, c'est un outil qui pourrait vraiment générer des connaissances stratégiques pour mieux comprendre la dynamique d'utilisation de soins des aînés qui est vraiment complexe. Et nous, c'est ce qu'on a voulu mettre en place dans l'équipe. Donc, depuis les dernières années, il y a beaucoup d'études également qui ont contribué à notre connaissance des trajectoires de soins pour les personnes qui vivent avec un TNCM, mais malheureusement, on avait encore certaines limites à contourner. Donc, la plupart des études offrent une vision assez fragmentaire, comme un simple décompte des services utilisés, ou en fait ne font peu ou pas d'emphase sur des périodes qui sont vraiment charnières ou qui peuvent présenter une vulnérabilité accrue, comme par exemple, qu'est-ce qui se passe autour du diagnostic de TNCM, qu'est-ce qui se passe lors d'une transition en soins de longue durée ou même pour la période de fin de vie. Donc, c'est vraiment sur cette idée-là qu'on a commencé à s'intéresser aux trajectoires de soins pour les personnes vivant avec des TNCM. Et la manière qu'on le fait, c'est en utilisant des données médico-administratives québécoises qui nous ont permis d'aller chercher un portrait vraiment, en fait, très général de la population, d'avoir des données au niveau québécois en contexte réel. Donc, que sont les données médico-administratives en recherche? Donc, au Québec, ces données-là ont une grande notoriété pour plusieurs chercheurs là, dans la recherche sur les services de santé, les maladies, l'usage des médicaments et autres questionnements là, importants. Ces données-là contiennent plutôt des renseignements colligés par certains ministères et organismes du gouvernement dans un but de gestion. Donc, on parle de la RAMQ, du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère même de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Donc, ces données-là colligées dans un but de gestion sont utilisées de façon secondaire en recherche. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport à l'accès aux données aux données médico-administratives en recherche, c'est que pour les chercheurs, c'est géré par l'Institut de la statistique du Québec, qui ont une expertise en matière d'accès aux données et de protection des renseignements personnels. Donc, l'ISQ donne accès aux fichiers de recherche dans un cadre qui est hautement sécurisé, qui est soit dans ses locaux à distance, dans différentes villes, Montréal, Québec, aussi Sherbrooke, ou à distance. Et seulement les personnes autorisées qui ont signé un engagement à la confidentialité peuvent avoir accès à ces données-là. Donc, en fait, l'ISQ s'assure que l'information mise à la disposition des équipes est dénominalisée. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a aucune information de notre côté qui permette d'identifier directement une personne concernée, que ce soit nom, adresse, numéro d'assurance maladie, etc. Donc aussi, l'ISQ s'assure, avant que tout résultat produit à partir des données de recherche soit diffusé, de prévenir le risque de divulgation d'informations confidentielles. Donc, les données médico-administratives contiennent vraiment beaucoup d'informations. Donc, entre autres, on a les informations sur les caractéristiques démographiques des personnes assurées. On a également les informations sur les soins et services facturés par les médecins rémunérés à l'acte au Québec. On a les informations sur les épisodes hospitaliers par le biais du fichier Médéco. On a également des informations sur les médicaments réclamés en pharmacie pour les personnes assurées sur le régime public. On a également les services dispensés au CLSC par les infirmières de soins à domicile, par exemple, travailleurs sociaux, physiothérapeutes et également auxiliaires familiales, etc. Et on a également le registre des décès. Et donc, la façon dont nous, on peut identifier différentes conditions dans ces données-là, c'est vraiment à l'aide des diagnostics qui ont été posés, mais aussi à l'aide des médicaments qui ont été réclamés et qui sont associés là, à différentes conditions. Donc, les données médico-administratives en recherche ont plusieurs avantages et malheureusement quelques inconvénients. Donc, au niveau des avantages, c'est sûr qu'on a accès à un large volume de données avec un aspect longitudinal qui est quand même très intéressant. Donc, on peut avoir accès à une vingtaine d'années de données pour vraiment comprendre les tendances. Ensuite de ça, on a accès à une variété d'informations. Donc, en plus des données cliniques, on peut apparier à ça des données sociodémographiques qui permettent des analyses multifactorielles.
Au niveau de la fiabilité, les algorithmes qu'on utilise pour identifier les conditions ont été jugés là, avec une bonne fiabilité. Au niveau des inconvénients, ça se situe davantage au niveau de la précision des données, en fait, parce qu'il y a certains détails qui seraient vraiment pertinents pour la recherche qui ne sont pas colligés. Donc, par exemple, on n'a pas d'informations sur les symptômes ou la gravité des conditions. Et on peut également avoir un certain biais de sélection parce qu'en fait, les bases de données médico-administratives, ça reflète les personnes qui utilisent le système de santé publique et ça introduit un biais en excluant ceux qui n'utilisent pas ou peu les services ou même les personnes qui utilisent les services privés. Alors, au niveau des avantages des données médico-administratives, ça peut être en soutien à la prise de décision, donc en fournissant des informations sur l'état de santé des populations et en permettant aux personnes de mieux comprendre les besoins des usagers et d'adapter en fait la planification des services en conséquence. Donc, en fait, ça peut nous permettre à anticiper les besoins futurs en matière de santé et ainsi de faciliter la planification de l'allocation des ressources. Ça peut également permettre de faire le suivi des performances. Donc, il y a plusieurs indicateurs, même parmi ceux que je vais vous présenter tout à l'heure, qui sont des indicateurs de qualité reliés à l'accessibilité ou la continuité des soins qu'on peut retrouver dans ces données-là. Et également, dans une optique de réduction des inégalités, utiliser les données médico-administratives, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que, comme on l'a mentionné, ça peut permettre d'identifier les disparités dans l'accès aux soins. Alors, on est maintenant arrivé au moment de la présentation des moments clés de la trajectoire du TNCM selon nos 4 moments clés. Donc, moment du diagnostic, ensuite l'utilisation des services dans la communauté, ensuite on va aborder la transition en soins de longue durée et ensuite qu'est-ce qui se passe autour de la période de fin de vie. Alors, en fait, cette présentation-là est composée un peu d'un amalgame des travaux de recherche qui ont été entrepris dans l'équipe durant les dernières années. Et donc, vous allez voir une présentation quand même à haut niveau de ce qu'on a trouvé et avec un intérêt spécifique, comme on l'a mentionné, pour la population générale et les personnes qui vivent aussi avec un trouble mental. Alors, pour commencer, on va aborder le lieu du diagnostic. En fait, comme on l'a mentionné, les travaux ministériels sur les TNCM visent à ancrer tout ce qui a trait au diagnostic et au traitement du TNCM en première ligne. Et en fait, de faire ça ainsi, c'est intéressant pour plusieurs raisons parce que, premièrement, ça permet une détection qui est plus précoce. Ça donne l'occasion aux patients, à leur famille aussi, d'accéder à des traitements et des soutiens appropriés en temps opportun. Et surtout, les intervenants de première ligne peuvent jouer un rôle clé dans la coordination des soins entre les différents spécialistes et les services à domicile, services communautaires, assurant ainsi une approche intégrée et personnalisée pour chaque personne. Ils sont également bien placés pour faire l'éducation et la sensibilisation sur la gestion des symptômes et les options de traitement. Donc, en ce qui concerne la population générale de personnes avec un TNCM, on a trouvé dans nos données qu'au moins 50% des diagnostics ont été effectués par un omnipraticien en première ligne. Et ça peut varier entre 40 et 65%, donc en fonction des caractéristiques des personnes. Donc, en fait, ce qu'on a trouvé, c'est que ceux qui consultent davantage leur médecin de famille, à la base, ont beaucoup plus de chances d'être diagnostiqués par lui, ce qui fait quand même beaucoup de sens. Donc, également, on a trouvé que 20% des premières visites chez un spécialiste du TNCM ont été faites par un omnipraticien. Donc, ce qui nous montre, en fait, ce qui est un indicateur du niveau de collaboration qu'on peut retrouver entre la première et la deuxième ligne. Donc, pour la population générale, sur une période de 1 an, on a trouvé que les personnes font en moyenne 3,7 visites à leur omnipraticien. Alors, si on veut poser une comparaison avec les personnes qui vivent avec un TNCM et un trouble mental grave, on voit qu'il y a au moins 70% qui sont diagnostiqués dans un milieu hospitalier. Et ça peut aller jusqu'à 82% pour certains sous-groupes dans cette population-là qui ont différents aussi facteurs de vulnérabilité.
Et ce qu'on a montré, qui est quand même assez étonnant, c'est qu'avant le diagnostic de TNCM, les personnes avec un trouble mental grave ont fait environ 7 visites à un médecin en première ligne, et ce, seulement dans les quelques mois précédant le diagnostic. Donc, on dit que être diagnostiqué en milieu hospitalier, ce n'est pas nécessairement optimal, mais c'est sûr que ça constitue aussi une bonne occasion pour les personnes avec des conditions plus complexes d'avoir accès à un diagnostic. Mais cependant, c'est sûr que ça peut contribuer à allonger indûment les épisodes hospitaliers. Et certaines études ont également démontré que la communication après l'épisode hospitalier avec les professionnels en première ligne, les services communautaires étaient parfois extrêmement difficiles, et ainsi la personne tombait dans une espèce de trou de service, si on peut dire ça comme ça. Alors, le point commun entre ces deux populations-là, c'est qu'on a vraiment vu que les personnes avec moins de comorbidité physique semblent diagnostiquées de façon plus tardive et sont hospitalisées plus souvent. Donc, en fait, ça fait du sens, mais c'est vraiment que les personnes qui ont moins de comorbidité physique vont moins voir leurs professionnels en première ligne et ont ainsi moins de chances d'être repérées, diagnostiquées et de faire le cours là, de ce processus-là en première ligne. Donc, quand on parle d'un diagnostic tardif, juste pour information, ce n'est pas quelque chose qu'on est capable d'aller vraiment identifier dans les données. Ça n'existe pas nécessairement un diagnostic tardif qu'on peut identifier, mais en fait, quand on a un diagnostic qui arrive beaucoup plus proche d'un événement comme la transition en soins de longue durée ou le décès, on peut s'attendre à ce que ce soit un diagnostic qui a été fait peut-être un peu plus tardivement pour certaines personnes. Donc, ceci étant dit, on va maintenant s'intéresser à l'utilisation de services dans la communauté. Donc, on vous a préparé quelques résultats sur les transitions de soins. Et comme on l'a mentionné tout à l'heure, on est en ce moment dans la phase 3 des travaux ministériels sur les TNCM, dont l'objectif est de faciliter les transitions dans le parcours des usagers vivant avec un TNCM et leur famille. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux transitions? C'est qu'en fait, il demeure des défis d'accès, de fluidité et de concertation entre les partenaires, en fait, du milieu de la santé et les partenaires communautaires. Donc, c'est difficile de maintenir des transitions fluides pour les personnes avec des conditions complexes, considérant qu'une transition sur 5 est de nature évitable. On a vraiment l'opportunité d'aller améliorer ces processus et donc de faire une grande différence. Et donc, ici, on s'est intéressé à différents indicateurs de performance qu'on va vous présenter. Donc, considérant la population générale de personnes avec un TNCM, on voit que sur une période de 1 an, et ça, c'est en 2022-2023, donc 43 % ont fait au moins une visite à l'urgence. De ce nombre, 15 % ont fait 4 visites ou plus, c'est-à-dire qu'ils étaient considérés comme de grands utilisateurs des services d'urgence. Également, il y a 16 % qui ont visité l'urgence pour une visite potentiellement évitable. Donc, une visite potentiellement évitable est définie en fait comme une visite pour une condition qui aurait pu être prise en charge en première ligne. Donc, on pense entre autres à une infection urinaire, un diabète débalancé et ce genre de conditions. Également, 27 % des personnes ont été hospitalisées au moins une fois durant l'année. Et on se rend compte que 15 % ont été réadmis à l'hôpital 30 jours après leur congé. Et si on va plus loin, en fait, on peut utiliser, on a pris un échantillon de la population générale et on a voulu voir sur 2 ans à quoi ça ressemblait cette utilisation de service-là. Est-ce que ça demeure assez stable finalement? Donc ici, on voit un extrait d'une infographie qu'on a publiée dans l'équipe et qui nous montre en fait de quelle façon les sous-groupes utilisent les soins. Donc, on voit ici des gens avec des caractéristiques communes en termes de maladies physiques, mentales, qui maintiennent des trajectoires semblables sur le long terme. Donc, on a des gens qui ont un faible recours aux soins de santé, moins de maladies chroniques, moins de troubles mentaux, moins de visites aux spécialistes, moins d'hospitalisation. Et ces gens-là comptent quand même pour 54 % de notre échantillon, puis c'est une tendance qui se maintient sur 2 ans. Ensuite, on a les gens qui ont un recours élevé aux soins primaires, donc qui ont un peu plus de maladies chroniques, un peu plus de troubles mentaux, un peu plus d'utilisation des services.
Et ensuite, on a quand même 23 des gens qui ont un recours élevé aux soins. Donc, beaucoup plus de comorbidités physiques, de troubles mentaux et également beaucoup plus de recours aux spécialistes du TNCM et d'hospitalisation. Donc, en fait, ce que ça nous montre, c'est que quand on décompose la population comme ça, on peut essayer d'aller comprendre les caractéristiques des groupes qui pourraient le plus bénéficier d'interventions adaptées. Et là, ça nous amène à faire cet exercice-là avec les personnes qui vivent avec un TNCM et un trouble mental grave. Donc, en fait, pour ces personnes-là, on avait un échantillon de 3000 personnes et on s'est dit, bon, on va les décomposer pour comprendre comment les gens utilisent les services autour de leur diagnostic. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter 4 groupes. Donc, un groupe de faible comorbidité, de faible utilisation des soins en général, et un groupe avec la plus forte comorbidité et un recours aux soins de longue durée et un taux de mortalité beaucoup plus élevé après le diagnostic. Et vous allez voir que la différence est quand même frappante. Donc ici, c'est vraiment un extrait des modèles de trajectoire qu'on a fait. Donc, la façon qu'on peut l'interpréter, c'est qu'on voit qu'au milieu, c'est la période où la personne a eu son diagnostic. Ensuite de ça, sur la ligne du temps, on a un an avant. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'utilisation de services? Un an après. Sur cet axe ici, on a la proportion d'utilisation des services et les couleurs nous ramènent à différents types de services. Donc, si on fait l'exemple entre les deux groupes, on voit que en rouge, on a les hospitalisations, que ce groupe-là a usé davantage ont eu davantage d'épisodes hospitaliers que le premier groupe ici, pour lequel on avait quand même une proportion assez faible d'utilisation de services. Donc, on voit que pour ce groupe-là, c'est particulièrement intéressant parce que les gens avaient quand même une comorbidité physique, en fait, des conditions physiques, un nombre plus élevé. Et quand ils ont eu leur diagnostic de TNCM, on voit que 75 des gens étaient hospitalisés au moment où ils ont reçu leur premier diagnostic et qu'ensuite, dans l'année après, le nombre d'hospitalisations demeure très élevé et que le recours au CLSC est quand même assez faible. Puis en fait, la raison pour laquelle on voit une diminution dans la tendance de proportion, c'est qu'il y a 48 des gens qui sont décédés dans l'année suivant le diagnostic. Donc ça, c'est vraiment des trajectoires qu'on peut interpréter là, au niveau clinique et aller sortir beaucoup d'informations. Donc, encore une fois, si on regarde au niveau, on avait deux autres groupes. Donc, un groupe qui avait une plus grande utilisation des soins à domicile après le diagnostic. Donc, ça, c'est un groupe qui avait un peu d'utilisation avant le diagnostic. Ensuite, on retrouve beaucoup de diagnostics à l'hôpital et après, les gens retournent à la maison avec enfin des services. Alors, pour ces personnes-là, c'est comme si l'obtention du diagnostic avait été un déclencheur pour l'obtention de services à domicile dont il y avait besoin. Et pour faire aussi une parenthèse, on avait un groupe qui sont vraiment dans un épisode de maintien à domicile, si on le veut, parce qu'on voit avant le diagnostic, il y a beaucoup de bleus associés au fait de recevoir des services du CLSC. Les gens reçoivent le diagnostic et ensuite, on continue à recevoir des services du CLSC. Donc, les caractéristiques intéressantes de ces personnes-là, c'était que c'était des gens qui avaient beaucoup de conditions associées à la perte d'autonomie, donc qui nécessitaient des services et soins à domicile. Donc, maintenant, on va s'intéresser aux transitions en soins de longue durée. Et on a deux éléments plutôt dont on voulait parler. Donc, le moment où cette transition-là va se faire et également, on va parler un peu de la planification de la transition. Donc, en fait, la transition en soins de longue durée, c'est également un élément là, qui est mentionné dans le rapport Bergman et dans les orientations ministérielles. Puis d'ailleurs, dans son rapport, le rapport Bergman, on disait que offrir l'accès au soutien à domicile au stade avancé de la maladie là, était vu comme une action prioritaire importante pour assurer le maintien à domicile. Et quand on parle de transition en soins de longue durée, c'est là également qu'on va aller introduire la notion de niveau de soins alternatif, parce que c'est des choses qu'on peut également mesurer dans les données médico-administratives. Donc, le niveau de soins alternatif, ou NSA, c'est une classification utilisée au Canada
lorsque le niveau de soins requis par un patient ne correspond pas au niveau de ressources ou de services dispensés là où il se trouve. Donc, souvent, pour les personnes avec un TNCM en niveau de soins alternatif, on peut penser à des personnes qui sont en dehors de l'épisode aigu et qui sont en attente d'une place en soins de longue durée, en fait. Et en fait, la cible qu'on est capable de retrouver là, dans les différents documents ministériels, ça serait de moins de 7 jours pour l'obtention d'une place, soit en ressources intermédiaires ou en soins de longue durée. Donc, en fait, d'être en NSA durant longtemps, c'est sûr que ça fait perdurer les désavantages de l'hospitalisation. C'est vraiment un aspect majeur pour les personnes qui vivent avec un TNCM parce que les risques de délirium, de maladie nosocomiale, l'aggravation de la perte d'autonomie et également les risques de décès sont augmentés tout au long de cet épisode hospitalier qu'on aurait pu éviter. Donc, quand on regarde pour la population générale de personnes avec un TNCM, on voit que 13% ont été transférés en soins de longue durée dans les 2 ans suivant le diagnostic. Ce qu'on remarquait aussi, c'est que les diagnostics qui nous semblaient tardifs semblaient associés également à un transfert plus précoce en soins de longue durée. Également, il y a 27% des patients qui ont hospitalisé, en fait, qui ont vécu un épisode en niveau de soins alternatif en 2022-2023 avec une durée moyenne de 49 jours. Donc, c'est quand même assez élevé. Pour les personnes avec un TNCM et un trouble mental grave, en fait, il y a 21% qui ont été transférés en CHSLD dans les 2 ans suivant leur diagnostic. Donc, on a quand même une augmentation qui est quand même conséquente. Et ce transfert-là a surtout eu lieu pour les gens qui avaient davantage de conditions chroniques. Donc, par exemple, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Et également, pour ces personnes-là, ce qu'on voit, c'est que le transfert en CHSLD semble être survenu plus tôt. Donc, principalement pour la majorité des gens, ça s'est passé dans les 8 mois suivant le diagnostic. Et ça, c'est des résultats intéressants parce que, en fait, ça nous amène à se questionner et à se dire qu'il faut qu'on creuse un petit peu plus profondément sur la question dont ces personnes ont eu accès aux services de soutien à domicile et de quelle façon ça les a aidés ou ça aurait pu finalement leur être bénéfique. Donc, pour terminer, la dernière période d'intérêt, on va s'intéresser à la période de fin de vie et on va parler de l'accès aux soins palliatifs et on va également regarder le lieu du décès. Donc, au niveau de la période de fin de vie, en fait, c'est une action prioritaire du plan d'action du M3S de 2009. Donc, ce qu'on soulignait, c'était l'importance de promouvoir des soins de fin de vie de qualité, pertinents sur le plan thérapeutique, dans le respect des volontés, la dignité et le confort. Et même plus récemment, c'est une priorité là, qui a été énoncée par plusieurs acteurs et également, là encore récemment, avec la modification des façons de faire là, pour recevoir l'aide médicale à mourir. Donc, ce qu'on a fait, en fait, les résultats que je vous présente ici sont un peu différents des autres parce qu'en fait, l'étude qu'on a fait ici était sur une population générale de personnes aînées. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a pris les personnes de 65 ans et plus sur une période de 2 ans. On a pris les personnes qui avaient vécu un épisode de fin de vie et on a regardé 2 ans avant le décès, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, dans cette étude-là, on a décomposé la population en 5 sous-groupes de personnes qui avaient des trajectoires semblables. Et ce que ça nous a révélé, c'est qu'on a une trajectoire, un sous-groupe de personnes dans lequel les personnes avec un TNCM sont surreprésentées. Donc, c'est des informations sur ce groupe-là que je voulais vous partager aujourd'hui parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de connaissances encore sur l'utilisation de soins palliatifs et également sur ce qui se passe durant la période de fin de vie pour les personnes avec un TNCM. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que 12% des personnes avec un TNCM sont décédées dans les 2 ans suivant le diagnostic.
On voit aussi que les personnes avec un TNCM sont surreprésentées dans les groupes avec une plus faible proportion d'accès aux soins palliatifs, contrairement aux personnes avec un cancer qui, eux, en reçoivent la plus grande proportion. Ce qu'on voit aussi, c'est que les personnes atteintes de TNCM sont surreprésentées chez les personnes qui sont décédées à l'hôpital ou à l'urgence. Alors ici, on a un petit extrait d'une infographie qu'on a publiée dans l'équipe et qui montre les caractéristiques de notre sous-groupe qui était principalement atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'était 15% de notre grand échantillon. Donc, ce qu'on voyait, c'est que c'était des personnes qui étaient beaucoup plus âgées, qui étaient principalement des femmes, donc principalement atteints de la maladie d'Alzheimer. Et c'était aussi des gens qui recevaient énormément de soins à domicile dans les 2 ans précédant le décès. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ici, on a encore une fois notre graphique de trajectoire. Donc, quand on regarde sur l'axe du temps, alors cette période-là ici, c'est le moment du décès avec la proportion d'utilisation de services. Et ici, on remonte le temps jusqu'à 2 ans avant. Et donc, ce qu'on voit, ici, c'est le groupe dont je vous ai parlé. Et ici, je vous ai mis une comparaison, en fait, avec un autre groupe de personnes plus jeunes, qui avaient moins de maladies chroniques et qui n'ont pas utilisé beaucoup de services, eux, jusqu'à quelques semaines avant un décès qui était plutôt subi. Donc, dans le cas de notre groupe, qui était principalement, qui vivait principalement avec un TNCM, donc on voit que ce qui nous marque dans les 2 ans, c'est beaucoup de jaunes qui sont en fait une grande proportion de soins à domicile que les patients ont reçus. Donc, en fait, c'est que ces personnes-là, il y en a seulement 12% qui ont reçu des soins palliatifs à domicile, alors que la grande majorité avait des soins à domicile pour soutenir la perte d'autonomie. Donc, en fait, on parle de 12% pour notre groupe ici versus plus de 50% pour un autre sous-groupe de personnes qui avaient principalement un diagnostic de cancer. Donc, ça nous montre un peu la difficulté pour les personnes aînées avec un TNCM et qui vivent également avec beaucoup de maladies chroniques physiques plus complexes, d'anticiper la période de fin de vie et de pouvoir offrir des services palliatifs qui permettent aux gens de vivre leurs derniers jours à la maison tel qu'est leur souhait finalement. Et ce qui est aussi impressionnant, c'est que ces visites à domicile-là, ça correspond à environ 134 visites sur 2 ans par personne versus seulement 5 visites là, pour des motifs de soins palliatifs pour les gens qui en ont reçu. Et également, on a 70% des gens ici qui sont décédés en milieu hospitalier. Donc, quand on se transpose à nos personnes avec un TNCM et un trouble mental grave pour faire la comparaison, donc on voit que pour eux, c'est 24% qui sont décédés dans les 2 ans suivant le diagnostic et c'était principalement vrai pour ceux qui vivent avec le plus de conditions chroniques. On voit aussi que le tiers des décès est survenu dans les 4 mois suivant le diagnostic. Et donc, pour ces personnes-là, nos travaux sont encore en cours pour comprendre de quelle façon ils ont pu bénéficier de soins palliatifs durant leur parcours. Et c'est ce qui marque un peu la fin de cette présentation-là que je voulais vous faire. Ça termine notre tour d'horizon sur les travaux qu'on a entrepris dans l'équipe. Donc, en fait, je pense qu'il y a plusieurs constats qui peuvent ressortir. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même des zones d'amélioration, des choses à améliorer au niveau des indicateurs, mais il y en a plusieurs qui se sont améliorés également dans le temps. Donc, on voit aussi l'avantage, je pense, de s'intéresser à des populations qui ont des facteurs de complexité spécifiques, comme les personnes avec des troubles mentaux, parce que ça peut vraiment aider à mettre en perspective leurs besoins dans une optique d'amélioration des services et de comprendre comment est-ce qu'on pourrait adapter l'offre de services, en fait, pour les populations qui ont davantage de besoins, qui ont davantage également
de difficulté à avoir un parcours fluide et cohérent, si je peux dire ça ainsi. Donc, en fait, il reste énormément de chantiers sur lesquels on veut travailler et donc pour lesquels les données médico-administratives peuvent nous soutenir. Donc, je pense qu'il reste énormément aussi de travail à faire sur l'impact des soins à domicile dans la transition, vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, les gens reçoivent quoi, et donc être capable d'évaluer l'impact de cette capacité-là d'offrir des soins à domicile. Et comme on l'a vu, la provision de soins palliatifs pour les personnes avec des TNCM demeure très limitée dans les connaissances qu'on a actuellement. Et ça va être particulièrement intéressant de mesurer comment les nouvelles stratégies mises en place pourront aider les gens à vivre leurs derniers jours à domicile, en fait, ce qui représente le souhait de la majorité. Et donc, j'espère que vous avez apprécié cette présentation-là qui montrait un portrait à assez haut niveau de ce qu'on peut faire avec les données médico-administratives, mais en fait, il faut aussi penser à toutes les opportunités que ces données-là peuvent nous offrir, par exemple, en termes de rendre les données à certains établissements pour que sur leur territoire, ils puissent comprendre quels sont les enjeux de notre clientèle et aussi quelle est l'efficacité de nos processus. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de belles choses qu'on peut faire pour soutenir l'organisation des services. Et donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je tiens particulièrement à remercier les membres de l'équipe, nos collaborateurs et donc principalement Josiane Courteau et Véronique Legault, sans qui rien de ceci ne serait possible. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup, professeur Dufour. C'était génial. Merci, merci grandement. On a quelques questions qui sont passées, puis j'en ai plusieurs autres moi-même également. La première, on va la tourner un tout petit peu. La question, c'est est-ce que c'est possible d'inscrire nos parents pour la recherche à distance? Mais si je comprends bien, pour les données médico-administratives, une de leurs beautés, c'est que c'est toute la province. Les données sont un peu partout. Oui, oui, c'est ça exactement. Donc, on ne peut pas nécessairement s'inscrire, c'est vraiment des données, les données qui sont récoltées à début de gestion, on va les recevoir et donc tout le monde qui a utilisé un service de santé là, va faire partie de notre cohorte. Mhm. On peut également demander les cohortes là, selon les populations qui nous intéressent. Est-ce que peut-être vous ou d'autres professeurs avez regardé pour la régionalité dans les données, voir est-ce qu'il y a des différences selon là où les personnes sont situées, des régions par rapport aux villes, ou est-ce que quelqu'un étudie présentement, un professeur étudie ce type de questions-là? Oui, Savez-vous? ben, en fait, au niveau du plan Alzheimer, dans l'équipe ROSA, donc Isabelle Bedell et ses collaborateurs OK. ont fait cet exercice-là de faire des portraits un peu par et d'aller présenter, en fait, ces indicateurs de performance-là, ce qui a été un exercice très intéressant. Et nous, c'est des choses qu'on essaie de recréer en ce moment, donc avec certains milieux de soins un peu plus ciblés pour être capable de comprendre de façon un peu plus spécifique et d'améliorer vraiment les pratiques un peu plus locales. Oui, merci. Une grosse question, ça, c'est la question du jour. Puis je vais donner une réponse en premier, je vais l'utiliser. C'est quelles actions, selon vous, doit-on poser pour sensibiliser les professionnels à diagnostiquer plus tôt et aux personnes à consulter plus tôt? Puis vraiment, la réponse, on sait que c'est la sensibilisation, l'éducation. Puis je vais utiliser le moment pour faire la promotion de notre campagne. En janvier, c'est le mois de la sensibilisation pour la maladie. Professeur Sven Joubert va venir nous parler du vieillissement normal et de la maladie pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe au niveau des, tu sais, des changements normaux ou ceux plus de la maladie avec lorsqu'il y a une transition ou non. Ça fait qu'on va vraiment démystifier la différence entre vieillissement normal et pathologique à ce moment-là avec professeur Joubert. Puis, on va également avoir organisé un forum en septembre 2025, toujours sur le thème de la détection précoce. Professeur Dufour, avez-vous des idées encore pour augmenter la sensibilisation des professionnels pour le diagnostic tôt? Ben, c'est une excellente question, puis je pense que vous y avez très bien répondu. Mais en fait, si je peux faire le lien entre comment nos travaux peuvent aider un peu à comprendre comment sensibiliser les professionnels, moi, je pense que ça joue beaucoup dans l'interprétation clinique, comme par exemple, quand on prend nos analyses de trajectoire, on s'assoit avec les cliniciens, les gestionnaires, on dit, bon, voici qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça nous indique
comme zone d'amélioration finalement pour les services. Puis des fois, c'est des choses qui sortent comme, oh, OK, ça, c'est vraiment un bon point. Est-ce qu'on est formé pour ça? Est-ce qu'on en a parlé à nos équipes? Est-ce que nos champions sont au courant? Fait que je pense que ça passe beaucoup par un partage de l'information. Et je pense que, comme vous l'avez mentionné, ça passe beaucoup par, c'est ça, le fait d'en parler dans la société, puis aussi de se dire que faut que les personnes soient au courant, leur famille, c'est qu'un diagnostic précoce, ben, c'est important d'en parler quand on a un doute sur des symptômes cognitifs, puis le diagnostic doit aussi être synonyme d'espoir, je pense, selon moi. Mhm, absolument. Une autre question qui était venue quelque part, c'est quand qu'on passe de troubles neurocognitifs légers à majeurs, c'est quoi la différence? Ben, en fait, un trouble neurocognitif léger et majeur, en fait, ça se joue un peu dans la gravité des symptômes, si je peux le dire, puis également au niveau des examens cliniques qui vont être faits, il faut que la personne puisse euh, remplir, si on veut, les critères. Donc, au niveau du trouble neurocognitif léger, la personne peut avoir cette condition-là pendant plusieurs années avant de passer, si on veut, aux critères diagnostiques du trouble neurocognitif majeur. Mais même en cas de doute, quand une personne se pose des questions sur un peu sa cognition, c'est bien d'en parler parce qu'un diagnostic de trouble neurocognitif léger permet vraiment d'avoir un enseignement, une surveillance, euh, vraiment pour faciliter, si on veut, la trajectoire là, si la personne transitionne en fait vers un trouble neurocognitif majeur. Mhm. Ouais, évidemment. Effectivement. Il y a des questions, en fait, de moi, mais aussi de l'audience sur les personnes en RPA. Est-ce que les informations, les données médico-administratives des RPA sont comptabilisées dans les recherches? Mais c'est la même chose. J'avais une question aussi, ben, moi-même. Tu sais, toute l'aide à domicile, les travailleurs sociaux, les ergothérapeutes et toutes les autres aides, est-ce que c'est comptabilisé également dans les données? Oui, donc les personnes en RPA donc, sont considérées comme étant dans la communauté. Et donc, si ces personnes-là ont des contacts à l'urgence, hospitalisation, nous, on va être capable de le voir en fait. Mais ce qui est difficile, c'est d'identifier si la personne réside en RPA. Donc, c'est des choses qu'on peut faire quand la personne a reçu des services de soins à domicile. C'est un petit peu plus facile parce qu'à ce moment-là, par exemple, les professionnels vont pouvoir indiquer que la personne résidait en RPA. Donc, pour nous, c'est plus facile. Mais sinon, c'est vrai que c'est une difficulté d'identifier spécifiquement ces personnes-là dans nos données. OK. Ça, c'est une autre question personnelle, un peu naïve, mais les soins à domicile, ça inclut quel type de soins qui sont comptabilisés? Parce que présentement, c'est juste une catégorie, mais qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie-là? Ben, en fait, les soins à domicile, quand on parle des données du CLSC auxquelles on peut avoir accès, donc on a les soins euh, ambulatoires au CLSC, donc une personne qui va se déplacer pour aller recevoir des services, la vaccination, les soins en périnatalité, etc. Et au niveau du soin à domicile spécifiquement, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a différents programmes donc au Québec, dont le programme SAPA, qui donne des soins à domicile. Et puis nous, on le divise quand on s'y intéresse en deux catégories. Donc, les services de maintien à domicile, donc tout ce qui est offert comme service par des préposés, par des auxiliaires familiales qui vont aller, en fait, euh, poser des interventions pour aider la personne à se maintenir, que ce soit au niveau de l'hygiène, des activités de la vie domestique, etc. Et on a les services professionnels, donc on est capable d'aller voir est-ce qu'il y a une infirmière, un ergothérapeute, un physiothérapeute, etc. On est capable de tout décomposer. Puis je vous dirais qu'en ce moment, c'est quand même un, un, un aspect là, sur lequel on travaille beaucoup dans l'équipe, d'aller vraiment décomposer, puis essayer de voir comment on peut comprendre les services qui sont utilisés dans le temps là, au niveau des soins à domicile, mais c'est vrai qu'on a encore beaucoup d'exploration à faire. OK. Merci. Il y a beaucoup de questions qui sont venues maintenant. Des questions, ça c'est une bonne question sur, pas tout à fait reliée à la conférence. Cependant, étant donné que vous êtes infirmière, qui détermine les soins de vie pour les personnes avec troubles neurocognitifs? Est-ce que c'est seulement le médecin? Puis ce que je vais ajouter, c'est est-ce que l'IPS peut aider aussi pour les Euh, ouais. oui, en fait, je pense que c'est vraiment un travail collaboratif. Mhm. Puis, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce qu'on a présenté comme résultat au niveau des soins de fin de vie, c'est que en ce moment, au CLSC, pour être capable d'avoir des services de soins palliatifs, il faut avoir un pronostic qui est
dépendamment là, d'environ 3 mois ou moins. Donc, nous, c'est vraiment ce qu'on a pu identifier quand on disait que peu de gens ont eu des services palliatifs officiels. Euh, mais c'est sûr qu'il y a une certaine proportion qui peuvent aussi être fournis par les services SAPA. Et de façon générale, là, oui, c'est vraiment le médecin en collaboration avec les autres professionnels IPS qui vont dire, OK, faut qu'on aille la discussion, il faut qu'on introduise là, les services en soins palliatifs. OK. Merci. C'est là, je pense pas que tu vas être capable. Je sais pas si on va être capable. Est-ce qu'il y a une différence dans la proportion de gens en RPA à la maison versus CHSLD? Oh, c'est ça, c'est un peu compliqué. Puis l'étape de fin de vie CHSLD versus privé. C'est tout Ah mélangé oui, ok, je ensemble, hein. pense que je comprends la question. Mais en fait, je pourrais pas dire comme ça par cœur, mais c'est sûr que dans les personnes qui sont en soins de longue durée, en RPA, à la maison, la proportion de personnes qui vont réussir à avoir une fin de vie à domicile va être très variable. Donc, souvent, c'est pour les personnes qui résident à domicile, qui ont, exemple, peu de proches aidants ou qui ont peu de réseau, pour qui ça va être beaucoup plus difficile, qui vont être soit transférés à l'hôpital. Et au niveau des RPA, ça peut dépendre aussi parce que, de mémoire, c'est pas toutes les RPA qui sont à l'aise d'offrir les soins palliatifs, qui sont dans la capacité de le faire. Mais donc, oui, ça serait une question vraiment intéressante aussi d'aller Mhm. creuser cet aspect-là pour mieux comprendre. Puis la dernière question, et ça c'est, s'il y a un diagnostic, les gens sont-ils admis pour l'aide médicale à mourir? C'était quoi encore là? Il y a plusieurs critères qui permettent euh, d'avoir l'aide médicale à mourir. Euh, Puis c'est ça pour la réponse, étant donné que c'est un trouble neurocognitif, la personne, maintenant, les demandes anticipées viennent d'être ouvertes et les médecins et les infirmières, les EPS, infirmières praticiennes spécialisées, sont en mesure d'accompagner les gens pour remplir les formulaires de demande anticipée. Euh, pour l'aide médicale à mourir. Sinon, il faut qu'une personne pour pouvoir avoir accès à l'aide médicale à mourir, il faut remplir certains critères et c'est pas tout le monde qui les remplisse. Je sais pas, professeur Dufour, si vous voulez ajouter sur l'aide médicale à mourir pour personnes avec troubles neurocognitifs majeurs. Non, je pense que je ne pourrais pas ajouter Ouais. d'autres informations que celles que vous avez données. C'est moins dans mon expertise, l'aide médicale à mourir. Ouais, mais c'est toutes les questions. Ce que je voulais ajouter, je voudrais remercier beaucoup. On va mettre les liens tu sais, des documents que vous avez mentionnés. On pourrait les mettre avec le vidéo Zoom. Là, on peut pouvoir Zoom, excuse-moi, YouTube. On peut pouvoir mettre en dessous les liens, puis aussi dans le courriel de suivi pour tout le monde. On mettra les liens de la conférence parce qu'ils sont vraiment importants. Tous les liens offerts là avec l'INES, Bergman, et tous les différents documents. Là, on pourra les mettre. La semaine prochaine. Puis tout le monde vous remercie partout. Si vous regardez la messagerie, là, c'est plein de remerciements. Puis merci, Madame Richard, pour avoir mis les liens pour l'aide médicale à mourir. Merci beaucoup tout le monde. Merci pour votre aide. Merci beaucoup, professeur Dufour. C'était tellement intéressant. Si tout le monde a des questions, vous pouvez les répondre. Si quelqu'un a des questions, excusez-moi, vous pouvez toujours les envoyer à conférence alzheimerquebec.ca. Et ça conclut le webinaire. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de journée.